Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, donc toujours dans la continuité, on va dire, de nos vidéos consacrées à tout ce qu'on pourrait dire l'arsenic, le théâtre, l'art vivant, et toujours dans le champ de la dramathérapie, en fait, fondamentalement, on va aborder une médiation très très intéressante, le mime. Alors le mime ou la pantomime, qui est donc l'art avant tout de l'expression du corps tout entier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que rapidement, en intro, c'est qu'il est souvent assimilé à une forme de théâtre sans l'oralité et qu'il est considéré par beaucoup, en fait, comme l'un des fondements, en fait, de la théâtralité. Ce qu'on peut dire aussi très rapidement, c'est que dans le champ de l'art-thérapie, et aussi des thérapies par l'art, en fait, au sens général, le mime est une médiation artistique qui est très utilisée, qui peut être particulièrement intéressante, car les mouvements corporels sont peut-être les meilleurs reflets possibles des affects au sens large, donc y compris des émotions, ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'instant présent. Alors au sommaire de cette vidéo, on démarrera par petite historique du mime, ensuite on verra au fondement du mime moderne, le mime, une expression corporelle éminemment thérapeutique, ensuite on poursuivra par symboliser en mouvement, enfin on terminera par mimer pour prendre conscience de soi. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans l'Antiquité, en fait, le terme mime désigne en fait une pièce où les gestes occupent beaucoup de place. Ce qu'on peut aussi rajouter, c'est qu'il peut également signifier, ce terme mime, l'acteur qui joue dans la pièce, tandis que le mot pantomime signifie, lui, plutôt imitation muette. Alors ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que le mime, évidemment, est universel, il est présent sur tous les continents, dans toutes les civilisations, et que, fondamentalement, il est considéré comme un art au fondement du théâtre, et qu'en ce sens, le mime est l'art du mouvement et de l'expression du corps. Alors, petite historique du mime. Là, toujours dans l'Antiquité grecque, on peut trouver déjà l'existence du mime, mais il faut considérer qu'il était plutôt appréhendé comme un genre mineur, car essentiellement en fait basé sur la bouffonnerie, et que l'art de la pantomime muette serait véritablement né pendant la Rome antique par un célèbre dramaturge et acteur romain, Livius Andronicus, après qu'il eut perdu la voix. Et en fait, l'histoire dit que lors d'une représentation théâtrale, Andronicus a proposé au public de faire dire son texte par un jeune esclave, pendant que lui-même, en fait, jouait à ses côtés en mimant les scènes. Et que par la suite, la pantomime s'est développée et, évidemment, a évolué selon les époques. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette tradition va se perpétuer, en fait, avec le temps, et qu'elle sera largement reprise, particulièrement au XVIe siècle, avec la Commedia dell'arte, avec une grande place donnée au corps et à la gestuelle. En fait, l'objectif visé, notamment dans la Commedia dell'arte, est alors de se faire comprendre par un public très large, sans la barrière de la langue. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en France, la pantomime va connaître vraiment son heure de gloire, on pourrait dire, au XIXe siècle, grâce à Jean-Gaspard de Bureau, qui était donc mime, qui officiait au théâtre des Funambules à Paris, et qui de Bureau va particulièrement faire vivre Pierrot, donc le célèbre valet de la Commedia dell'arte. Et qu'à travers cette pantomime blanche, à cause du maquillage et du costume de Pierrot, de Bureau, en fait, va revisiter toutes les identités de Pierrot et va connaître un grand succès. Et que à sa suite, son fils, Jean-Charles de Bureau, va lui succéder et va également former d'autres mimes. Alors au fondement du mime moderne, en fait ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est véritablement Étienne Decroux qui va théoriser le mime moderne. Decroux était élève de Jacques Copeau, lui-même auteur, comédien et metteur en scène, et Decroux, lui, sous la direction de Copeau, va se spécialiser dans l'art du mouvement, et il va inventer en fait ce qu'il a appelé le mime corporel dramatique, à savoir une méthode qui place le corps au centre du processus de création, avec comme objectif de rendre visible ce qui est invisible. En fait, Decroux va s'appuyer en grande partie sur le travail de Rudolf Laban,
qui est donc danseur, chorégraphe hongrois, dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, qui a élaboré une technique spécifique, on pourrait dire de déconstruction, mais aussi de construction du mouvement, qu'on utilise particulièrement en danse-thérapie. Et en fait, De Croo va s'appuyer sur le travail de Laban et va entreprendre un véritable travail de recherche sur le corps en mouvement. Il va même réaliser, lui aussi, une grille d'analyse. Alors, parmi les différents items, on peut citer l'articulation, la segmentation, la chronologie, la hiérarchie, la cristallisation, les ondulations progressives et dégressives, les contradictions, les contrepoids, etc. Et en fait, De Croo établit ainsi une sorte de, on pourrait dire, de décryptage de l'unité corps-psychisme qui aide à retranscrire avec les gestuels et les mouvements des attitudes, des pensées, des émotions, mais aussi des choses, des objets et des situations. Donc une sorte de lecture du corps replacée, on pourrait dire, au centre de la scène, qui trouve sa place aussi bien, on pourrait dire, dans le théâtre que dans la danse. De Croo, toujours lui, va lui-même former l'acteur et metteur en scène très connu Jean-Louis Barrault et va ensuite délaisser le mime d'imitation et de déformation pour se consacrer pleinement au mime de création. Alors toujours dans ce mime moderne en fait, mais dans un registre différent. Évidemment, on ne peut que citer Jacques Lecoq, dont l'école existe toujours et qui est très très formatrice. Alors Lecoq, lui, va également marquer le mime en reprenant plus particulièrement le jeu à la base de la commedia dell'arte et en appliquant, on pourrait dire, l'art du mouvement au service de l'action dramatique. Mais c'est peut-être Marcel Marceau, plus connu sous le nom du mime Marceau, qui va avec son célèbre personnage Bip. Alors je le cite, Bip, enfant, c'est Marceau qui le dit, enfant de Charlot, de Buster Keaton et de son propre imaginaire d'enfant. Donc on pourrait dire que Marceau va vraiment, avec Bip, complètement populariser l'art du mime et surtout lui redonner, on pourrait dire, tout son éclat dans la seconde partie du XXe siècle. Et là, Marceau, là on mettra des photos, toujours maquillé en blanc, en hommage à Pierrot. Marceau va créer avec beaucoup de poésie ce qu'il appelait des conventions de caractère à travers ses portraits, tels que par exemple la rêverie, la tristesse ou encore par exemple la timidité. Alors le mime, une expression corporelle éminemment thérapeutique. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que lorsqu'on mime, on met son corps en mouvement, et il est assez juste de dire que le mime est donc l'art du mouvement, qu'il est basé sur le langage du corps, et qu'en ce sens, le mime est une expression universelle, et on pourrait même dire un supralangage. Qu'on soit n'importe où dans le monde, à partir du moment où on mime, on peut se faire comprendre. Et que sur scène, le mime, donc l'acteur, met en fait sa pensée en mouvement, ce qui signifie que son corps est véritablement l'expression de sa pensée. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que l'art du mime permet ainsi de remettre du sens entre le geste et la pensée, de rétablir en fait une communication entre le corps et le psychisme. Donc c'est vraiment, ça favorise fondamentalement l'unité corps-psychisme. Et si on s'appuie sur les analyses, le travail de Jacqueline Verdeau-Payès, qui est neuropsychiatre, dont on la citera en biographie, le mime est un art de la création qui arrive à recréer avec le geste tout ce qui peut être perçu du monde extérieur. Et en ce sens, dans le champ de l'art-thérapie, le mime est une médiation qui offre des possibilités, on pourrait dire, d'expression très très larges et surtout très opérantes, très efficaces. Que le mime stimule fortement l'imaginaire, qu'il favorise les ouvertures métaphoriques, donc qu'il favorise la créativité et surtout donc la symbolisation. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que c'est aussi surtout un moyen d'expression par excellence, car les mouvements corporels sont encore une fois les meilleurs reflets possibles des affects au sens large, dans le ici et le maintenant. Alors, symboliser en mouvement. Ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que la caractéristique essentielle, encore une fois, du mime est de communiquer un message sans avoir recours à la parole, sans avoir recours à l'oralité. Et que dans ce sens, cet art entre parfaitement en résonance avec les fondements de l'art-thérapie qui permet l'expression notamment des émotions sans passer par le verbe, par l'oralité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où l'oralité fait défaut et qu'il n'y a pas de matière tangible à disposition, par exemple, un instrument de musique ou des outils pour peindre ou pour dessiner, il ne reste donc plus que le corps pour communiquer. Et qu'à travers des mouvements, des gestes ou encore des mimiques et des regards, le corps se fait donc communicant pour tenter de transmettre un message à l'autre avec l'espoir, on pourrait dire, d'être compris et entendu par cet autre.
Ce qu'on peut aussi peut-être rajouter, c'est que dans le champ de l'art-thérapie, le mime, au même titre que la danse, est à considérer sous l'approche ce qu'on appelle des thérapies expressives, car c'est un art qui s'appuie fondamentalement sur la communication symbolique. Ce qu'on peut aussi dire, c'est que pour mimer un objet, une action, un sentiment, le participant mime va faire appel forcément à des images symboliques qu'il va représenter par des gestes et des mouvements. Et que donc mimer, on pourrait dire, mais aussi danser, consiste donc à externaliser une expression interne. Mais à la différence d'une médiation telle que la danse-thérapie, le mime ne fait pas appel au même contenu ni au même type de mouvement. Et que donc, ce qu'on peut rajouter, c'est que le mime est basé sur des mouvements plutôt représentatifs d'une réalité qui existe déjà, ou alors sur des concepts porteurs d'une forte charge symbolique, ce qui n'est pas forcément le cas de la danse. Sur un autre plan enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les mouvements dans le mime sont des mouvements descriptifs, tandis qu'en danse, par exemple, les mouvements sont plutôt projectifs. Alors, mimer pour prendre conscience de soi. En fait, faire du mime, c'est prendre conscience de soi et découvrir des facettes, des aspects de soi inexplorés, voire insoupçonnés. Et qu'en fait, l'action de mimer entraîne un travail très profond du moi. Et qu'en ce sens, mimer donne l'opportunité de prendre conscience de soi dans une certaine totalité, on pourrait dire, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, afin de pouvoir communiquer. Et que lorsqu'on mime, on va stimuler tous les sens et les mouvements du corps vont, encore une fois, être vraiment le reflet des émotions dans l'instant présent. Alors, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est que le mime, dans le champ des thérapies par l'art, est une excellente médiation pour tous les publics. Alors, on pourrait dire, peut-être, par exemple, plus particulièrement pour les personnes souffrant de troubles de la psychomotricité, mais aussi pour les personnes, on pourrait dire, sujettes à un enfermement physique, notamment le cas de personnes en détention, mais aussi évidemment dans le cas de personnes enfermées, on pourrait dire, psychiquement. En fait, cette médiation permet de travailler sur les questions essentielles de schéma corporel, donc de corporéité, de corporalité, mais aussi d'espace et de rythme, et enfin aussi sur les processus de coordination et de dissociation, d'où l'intérêt par rapport à des personnes qui ont des troubles de la psychomotricité. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que mimer implique de travailler sur la respiration, et que, associé à la méditation de pleine conscience, le mime permet de lâcher prise et de profiter de l'instant présent. On peut également dire, c'est que par ailleurs, le mime est une médiation ludique, par définition, ce qui amène d'autant plus les participants à lâcher prise aisément et à entrer facilement dans un processus créatif. À savoir que les aspects relationnels, émotionnels et affectifs sont donc vécus avec beaucoup de liberté, ce qui facilite en fait la mise en place d'un processus de transformation, particulièrement pendant l'instant présent, pendant qu'on mime. En fait, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que le mime est un art très ludique où la notion de jeu est fondamentalement omniprésente. Que des interactions peuvent opérer facilement entre les participants mimes et les participants spectateurs, et que bien souvent, très souvent en séance, le mime peut être source d'étonnement, de quiproquos, de malentendus, d'inattendus, ce qui favorise particulièrement des questionnements et donc des ouvertures métaphoriques, et donc ça permet de rentrer facilement dans des processus de symbolisation. Pour finir, en fait, en dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que si en art-thérapie, il est souvent associé au théâtre ou à la danse, le mime est avant tout une médiation artistique à part entière, très riche, très complète et très opérante. Voilà. Alors à lire au sujet de cette vidéo sur le mime, sous la direction de Jacques Lecoq, Le théâtre du geste, mime et acteurs, publié en 1987, de Eugène-Henri Cuvelier, Le mime, le jeu dramatique et l'enfant, publié en 1988, de Jacqueline Verdeau-Payès, que j'ai cité, et de Michel Kieffer, Expression corporelle, musique et psychothérapie, publié en 1994, de Valérie Bochenek, Le mime Marceau, Entretien et regard avec, publié en 1997, d'un collectif Étienne Decroux, Mime corporel, publié en 2004, de Daniel Dobels, Le silence des mimes blancs, les mimes et l'histoire, publié en 2006. Enfin, de Simone Conin-Gaillard, L'art du mime adapté à la psychomotricité, du corps oublié au corps créateur, publié en 2011. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo sur le mime, toutes les coordonnées comme d'habitude dans la description de la chaîne. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche
pour être prévenu des prochaines sorties. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.